Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez prendre 2 petites secondes, si vous êtes sur YouTube, pour vous abonner. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Amazon ou Google, n'oubliez pas de laisser une review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode vraiment spécial puisqu'il y a exactement 2 jours, je passais la ligne d'arrivée de mon tout premier triathlon et plus particulièrement de mon tout premier Ironman 70.3. Dimanche 26 mai à Krejgau, j'ai officiellement validé du coup l'Ironman 70.3 dont je vous avais parlé dans le dernier épisode de ce Basscast où j'appréhendais un petit peu la venue de cette toute nouvelle expérience, le tout premier triathlon et tout premier Ironman 70.3 en préparation du coup à l'objectif ultime qui aura lieu le 24 août à Tallinn, le full Ironman. Donc le but de cet épisode du coup, comme je l'ai dit, je suis à J+2 depuis que j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est de vous faire un récap à chaud de mes émotions, de mes sensations et vous expliquer un petit peu comment s'est passée la course de A à Z parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses très positives et des choses un petit peu plus négatives, mais c'était une expérience de folie, franchement c'était juste incroyable et je tenais du coup vraiment à allumer cette caméra, à vous faire ce podcast pour vous partager tout ça et j'ai trop hâte de faire cet épisode et de tout vous expliquer. Donc cet épisode il sera divisé en plusieurs parties. La première partie, ça sera tout simplement le déroulement de toute la journée du samedi. Parce que quand vous faites un triathlon, et plus particulièrement un Ironman, il y a beaucoup d'organisation, donc il faut venir la veille. Et du coup, samedi, c'était une grosse journée. Donc je vais vous expliquer de A à Z toute la journée de samedi, comment ça s'est déroulé. Ensuite, toute la journée de dimanche, le jour J, avec la course, comment ça s'est déroulé, la natation, le vélo et la course à pied. Et ensuite, je vais vous donner un petit peu mes ressentis d'après-course, comment je me sens, comment ça s'est déroulé, les choses que j'ai trouvées vraiment stylées, les choses qui ont été un petit peu plus compliquées, on va dire. Et ouais, je me réjouis parce que franchement, c'était une expérience incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'espère que ce podcast va vous motiver à essayer pourquoi pas de faire votre premier triathlon un jour, que ce soit un triathlon S, M, L ou même pourquoi pas un Ironman. Parce que moi, franchement, il y a quelques années auparavant, jamais j'aurais imaginé faire un épisode de podcast où je vous dis que j'ai validé mon premier Ironman 70.3. Donc, je ne vais pas revenir sur les raisons de pourquoi j'ai fait, déjà pourquoi j'ai un objectif Ironman et pourquoi j'ai choisi l'Ironman de Krejgau en Allemagne le 26 mai, l'Ironman 70.3, parce que c'est le sujet de mon dernier épisode de podcast. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller l'écouter. Je t'explique un petit peu d'où m'est venu l'objectif Ironman pour cette année et aussi pourquoi je me suis inscrit à cet Ironman 70.3. Comment va se dérouler la course, un petit peu le profil de la course, etc. Et aussi la plus grosse semaine de préparation. Donc si tu n'as pas écouté ça, je t'invite à aller l'écouter, ça te donnera un petit peu plus de contexte sur cet épisode. Et là, du coup, on est tout de suite parti sur la journée du samedi. Donc l'Ironman 110.3 se déroulait le dimanche 26 mai. Et tout ce qui est enregistrement, préparation et récupération du dossard, donc l'inscription, ça se passait la veille, le samedi 25 mai. C'était en Allemagne, à 2 heures de route de chez moi, donc je n'avais pas besoin de venir le vendredi. Je pouvais simplement me lever samedi matin et venir directement sur place après 2 heures de route. Donc, samedi 25 mai, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis réveillé tranquillement à 6 heures, assez tôt, et en plus j'ai eu une nuit assez compliquée. Je pense que c'est le stress, la pression qui commençait à monter. Donc voilà, déjà je me réveille un petit peu fatigué, c'était pas foufou, et il fallait que je termine de préparer mes affaires, que je mette le vélo dans la voiture, que je m'assure de n'avoir rien oublié, que ce soit au niveau de l'hydratation pour la course, au niveau des glucides que je vais devoir manger pendant toute la journée du samedi pour commencer à faire les stocks, et aussi au niveau de tout mon matériel, le vélo, le casque, les chaussures de course, tout l'attirail qu'il faut pour la natation, le bonnet, les lunettes, et je vous assure que un triathlon Ironman, pour toute la vidéo, dès que je vais dire triathlon, je parle de l'Ironman et de l'Ironman 110.3. Pour un triathlon, c'est une organisation de malade et il y a tellement de matériel à emmener et à prévoir. Et quand c'est une première, quand vous n'avez jamais fait ça de votre vie, ça fait encore plus stresser. Donc bref, samedi matin, réveil 6h, j'ai même pas eu le temps de me faire 2 cafés, tellement c'était le rush, fallait que j'emmène mes caméras, fallait que j'emmène tout, j'avais 2 sacs, le vélo. Bref, c'était une galère. Et je prends la route aux alentours de 8h pour arriver en Allemagne vers 10h, 10h30. Je devais récupérer mon dossard. Donc là, on arrive sur les lieux, on se gare, on voit déjà qu'il y a pas mal de monde, pas mal d'athlètes. Et il fallait que je récupère le dossard aux alentours des 11h midi, dès que j'arrive sur place.
Parce que juste après, vous allez comprendre pourquoi, il y avait le meeting des athlètes où en fait, tu es juste dans une salle et il t'explique un petit peu le déroulement de la course, tout ce que tu as le droit de faire et pas le droit de faire. Donc on arrive sur place, dans le village où déjà là tu vois la ligne d'arrivée, parce que là où tu récupères le dossard, c'est là où il y a la course à pied. Donc on arrive, je fais la queue pour récupérer mon dossard, on m'attribue mon petit bracelet avec le QR code dessus et mon dossard numéro 1510. Le numéro il n'a pas d'importance, mais voilà, j'avais le dossard numéro 1510. Et en fait, comment ça se passe? Tu es dans une tente, il y a tous les athlètes, on te donne, déjà tu dois montrer ta pièce d'identité, et là on te remet donc le dossard avec les différents autocollants, parce que tu as collé un autocollant sur ton vélo et aussi sur ton casque et sur ton sac. Et en même temps qu'on te donne donc ces autocollants, ce dossard, on te donne le bonnet de bain pour nager, parce que vous avez tous le même bonnet, c'est un bonnet officiel avec écrit Ironman 110.3 dessus, c'est vraiment stylé. Et on te donne aussi le fameux sac Ironman et le t-shirt Ironman de l'événement. Dans ce sac, tu vas retrouver les fameux sacs de transition. Parce que, comme vous le savez, un triathlon et un Ironman 110.3, c'est un triathlon, donc tu as natation, vélo et course à pied. C'est-à-dire qu'entre la natation et le vélo, tu as la transition qu'on appelle T1, transition 1. Et ensuite, entre le vélo et la course à pied, tu as ce qu'on appelle la transition T2. Et pour chacune de ces transitions, tu as ton sac qui est propre à toi, dans lequel tu mets tes affaires donc de vélo pour T1 et les affaires de course à pied pour la transition T2. Et du coup, dans le sac Ironman qui te donne, c'est un petit sac à dos qui fait guise de souvenir, on va dire. À l'intérieur de ce sac, tu as donc les autocollants et tes sacs de transition T1 et T2. On va y revenir juste après, mais c'est très important. Et une fois que tu as récupéré ton sac, ton bonnet, ton dossard, tu as toute la journée pour faire ce que tu veux, pour repérer le parcours, mais surtout, avant la fin de la journée, avant 18h, tu dois avoir déposé tes sacs de transition T1 et T2 et avoir déposé ton vélo dans la zone de transition. Parce que tu n'as plus accès à cette zone de transition jusqu'au lendemain matin. Et ça, on va y revenir après, parce que pour moi, c'était un petit coup de rush. Donc voilà, objectif principal, premier en arrivant, c'est de récupérer le dossard, le sac et les sacs de transition. Et ensuite, aux alentours des midi 13h, il y avait le meet des athlètes. Donc on s'est tous réunis dans c'était une espèce de salle de conférence, on va dire. Là, il y avait tous les athlètes et surtout les athlètes qui font leur premier Ironman 110.3, parce que tous ceux qui ont de l'expérience, ils n'ont pas besoin d'écouter les règles et de voir comment la course va se dérouler, parce qu'ils savent comment ça se passe. Donc moi, je suis resté dans cette salle pendant 1 heure pour écouter tout le brief. Je vous avoue que pour moi, ça m'a servi un petit peu à rien, parce que j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos sur comment ça se déroulait, et j'avais aussi lu tout le brief en ligne de cette course. Donc j'ai perdu un petit peu de temps, on va dire, mais ça faisait partie de l'événement. Tu avais juste un mec qui avait son micro et qui expliquait toute la course, comment elle allait se dérouler, quel était le parcours de natation, quel était le parcours de vélo, le parcours course à pied, et aussi ce que tu avais le droit et pas le droit de faire pendant toute la course. Parce que quand tu fais un triathlon officiel, tu peux te prendre des cartons jaunes, des cartons rouges, et tu peux te manger des pénalités. Ça te concerne surtout si tu es un pro, on va dire, et pour des gens comme moi qui sont vraiment amateurs et débutants, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc bref, une fois que j'ai récupéré le dossard et que j'ai assisté à ce meeting d'1 heure, il était à peu près 14h, et j'avais donc toute l'après-midi pour me préparer. Mais du coup, on était la veille de l'Ironman, et là, je devais encore faire ma toute dernière séance de la semaine. Je devais faire environ 40-45 minutes de vélo pour faire tourner les jambes. La veille, c'était une petite séance assez importante quand même, parce qu'il fallait que je la valide. Et avec tout le stress, tout le rush, les caméramans, etc., j'avais peur de ne pas avoir le temps de faire cette séance. Idéalement, je devais la faire le matin pour l'éloigner le plus possible du top départ. Et je suis seulement allé faire cette sortie vélo après le meeting. Donc j'avais peur de me fatiguer et j'ai fait seulement 30 minutes de vélo du coup. Donc je suis retourné à la voiture, j'ai sorti le vélo, j'ai dû remonter le pneu en même temps que je faisais tout ça. Je pensais à la course, je commençais à stresser. Il fallait que je continue à manger beaucoup de glucides pour faire la recharge. Donc bref, je monte le vélo, je fais tout ça. Je fais ma petite sortie vélo tranquillement de 30 minutes. Je reviens à la voiture et directement après cette sortie vélo, je devais manger 90 grammes de glucides. Donc là, j'avais un gros tupperware de pâtes avec 160 grammes de pâtes pesées crues. J'ai mangé ça avec un steak haché pour faire le plein de glucides. J'ai rangé le vélo à nouveau dans la voiture. Et là, c'était fait. J'avais enfin une petite pression qui descendait parce que j'avais enfin récupéré le dossard. J'avais assisté au meeting des athlètes et j'avais fait ma dernière sortie vélo et j'avais aussi mangé. Donc là, ce qui nous restait à faire avant 18h, c'était absolument préparer les sacs de transition
pour aller poser le sac de transition T1 et T2 dans le parc de transition et aussi déposer mon vélo avec l'autocollant dessus pour qu'il soit posé jusqu'au lendemain matin. Et c'est là que ça commence à se compliquer parce que moi, j'ai jamais fait de triathlon. Je savais, j'avais ma checklist du matériel à ne rien oublier et de ce dont j'avais besoin pour le vélo et pour la course à pied. Mais je t'assure que quand tu as tes sacs de transition et que tu dois le poser et que tu sais que tu n'y as plus accès jusqu'au lendemain, tu te dis mais si j'ai oublié un truc et que cette chose était importante pour toute la course, bah tu vas subir toute la course juste à cause d'un oubli. Donc là, je t'avoue que la pression et le stress, ils commencent à monter. Et en plus, pourquoi j'avais encore plus de pression moi, c'est que j'étais monté du coup avec ma copine et mes 2 cadreurs. Pour l'événement, j'ai pris 2 cadreurs pour vous faire une vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si ce podcast est sorti après ou avant la vidéo, mais si elle n'est pas encore sortie, je vous annonce la plus grosse vidéo et la meilleure vidéo de toute ma chaîne. J'ai vu les plans, j'ai vu les rushs qu'on a filmés. Ils sont absolument incroyables. Ça va être une vidéo de folie et j'ai trop hâte de vous sortir ça. Donc voilà, j'avais aussi le stress des cadreurs pour s'assurer que je fasse une bonne vidéo, que je filme tout ça. Donc on se dirige en zone de transition 1. Il faut savoir que du coup, il y a 2 zones de transition. Il y a la zone de transition 1 où tu termines la nage et tu vas récupérer ton vélo. Et ensuite, une fois que tu fais les 90 km de vélo, bah, tu arrives à un autre endroit où tu as la zone de transition 2 où tu vas déposer ton vélo et partir pour la course à pied. Et moi, je pensais que du coup, comme je l'ai dit avant, tu as 2 sacs de transition. Le sac T1 qui est bleu, qui correspond à la transition 1 nage-vélo, et le sac de transition 2 T2 qui est un sac rouge qui correspond à la transition vélo-course à pied. Moi, je pensais que tu mettais les affaires de vélo dans le sac T1 et tu posais ce sac avec ton vélo dans la zone de transition 1 et ensuite tu allais à la zone de transition 2 pour poser ton sac rouge qui correspond à la transition course à pied. Donc ce que je fais, c'est que je mets l'autocollant sur le vélo, je commence à mettre toutes les affaires dont j'ai besoin pour le vélo dans ce sac bleu, donc le fameux sac T1. Donc dedans, je dois mettre les chaussures de vélo, le casque de vélo, tous mes gels, parce que c'est maintenant que je mets l'hydratation, et aussi les lunettes de soleil et une serviette. Parce que quand tu sors de l'eau, forcément, ta trifonction et tes pieds, ils sont complètement trempés. Donc, vu que tu dois remettre les chaussures et les chaussettes, fallait mettre une serviette. Et là, c'était la première interrogation que je me demandais, c'était comment je vais faire du vélo si je suis complètement mouillé. Et ça, apparemment, bah, ça se fait. Tout le monde m'a dit, bah, de toute façon, tu vas sécher assez rapidement. La trifonction, elle a une matière qui fait que tu sèches vite. Donc, j'ai quand même mis une serviette pour m'essuyer les jambes, un petit peu la tête et surtout les pieds pour pouvoir mettre les chaussettes. Donc bref, mon sac de transition 1 pour le vélo, il est fait. Je prends le vélo et je vais dans le parc de transition. Forcément, là, il check athlète après athlète. Donc, il y avait une grosse queue. Tout le monde avait son vélo. Là, je me mets dans la queue avec mon petit sac bleu. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que tous les athlètes qui sont devant moi ou derrière moi, tous, ils ont leur vélo, leur fameux sac bleu, mais aussi leur fameux sac rouge. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, tu dois mettre les 2 sacs de transition dans cette zone numéro 1. Et là, vu que j'avais pas mes affaires de course à pied qui étaient restées dans la voiture qui était restée dans le parking, qui était un petit peu plus loin, je commence à stresser. Je vois qu'on commence à être en fin de journée et je me dis, mais c'est quoi ça, bordel ? Je n'étais même pas au courant qu'il fallait mettre les 2 sacs ensemble. Donc ça m'a ajouté du stress, de la pression et du coup une certaine fatigue nerveuse. Bref, ma copine, elle cherche la voiture, elle me ramène mes chaussures de run. Je me dépêche de faire mon sac de transition T2 et au bout de quelques minutes, vous verrez de toute façon dans la vidéo, je me remets dans la ligne d'attente avec donc mon vélo, mon dossard et mes 2 sacs de transition T1 et T2. Là, j'attends la file d'attente, je rentre dans le parc de transition. J'ai ramené mes cadreurs avec moi pour qu'ils me filment quand je pose le vélo, etc. On s'est fait engueuler parce qu'en fait, j'ai pas pu avoir de Mediapass. J'ai demandé à l'organisation, est-ce que je peux filmer pour YouTube ? Je organise une vidéo, etc. Je peux vous faire de la pub, etc. Ils m'ont dit, malheureusement, on ne peut pas vous donner de Mediapass. Et sur place, je me suis dit, vas-y, je vais y aller au culot. Peut-être qu'avec la grosse caméra, les mecs dans la transition, dans la ligne d'attente, ils vont me laisser passer. On s'est fait engueuler. Le mec, il est venu, il nous a dit en allemand, heureusement que je parle allemand, « Nein !» J'ai dit, c'est bon mec, calme-toi. Je pense qu'ils sont aussi stressés que les athlètes. Vraiment, on s'est fait engueuler. Donc, j'ai pas pu filmer avec les caméras, malheureusement, dans la zone de transition. J'étais donc tout seul pour la première fois de ma vie. Je pose le vélo. Là, il faut savoir que tous les vélos, ils sont posés sur une espèce de grande barre en métal et tu poses le vélo avec la selle. Donc, en gros, il est suspendu par la selle. Et là, je galère à mettre le vélo. Je savais pas dans quel sens il fallait le mettre. Je l'ai mis du mauvais côté de base. Donc, je l'ai tourné. Il y a un mec, il est venu m'aider. Donc, ça, c'est super cool. Dans le triathlon, il y a quand même un gros esprit d'équipe. Il y a beaucoup de gens qui t'aident, qui aident les débutants. Donc, c'est plutôt cool. Je pose mon vélo.
je vais mettre mes 2 sacs de transition dans des crochets. Donc en fait, tu as un numéro attitré. Moi, j'avais le numéro 15-10. Donc il faut que tu repères ton numéro. Et là, c'est très important parce que là où tu mets ton sac de transition et là où tu mets ton vélo, c'est là que tu vas le récupérer après la natation. Donc pour ne pas perdre de temps, il faut absolument retenir où est ton vélo et où est ton sac de transition. Parce que si tu arrives après avoir fait la nage, que tu as un petit peu la tête qui tourne, que tu es un petit peu fatigué et que tu oublies où est ton sac et qu'après tu oublies où est ton vélo, c'est la galère totale. Donc là, j'essaie de visualiser un petit peu où j'étais. Pour le vélo, j'avais un checkpoint, c'est que la ligne où mon vélo était rangé, c'était là où il y avait le pissoir. Donc il y avait des cabines de toilettes et entre ces cabines de toilettes, il y avait un pissoir pour hommes. Et ben moi, j'étais juste dans la ligne du pissoir, donc je savais que c'était exactement ici, donc c'était plutôt cool. Et donc voilà, pour la première partie de cette journée, le dossard était enfin récupéré. Je venais de poser mon vélo, je venais de poser mes 2 sacs de transition, T1, le sac bleu, et T2, le sac rouge, sur mon crochet numéro 15-10. Et en sortant tes 2 de transition, une fois que tu as déposé les sacs et ton vélo, on te remet le petit bracelet électronique que tu dois mettre à la cheville, qui va permettre de traquer ton temps et qui va permettre aux personnes extérieures à l'événement de traquer ta position sur le site web en live. Donc, je sors de cette zone de transition, on me remet mon bracelet électronique, très important, qu'il ne faut surtout pas perdre, qui doit être à ta cheville gauche pendant toute la course. Je sors de cette zone de transition et là, j'ai une espèce de pression qui retombe parce que les sacs sont posés, tu ne peux plus les récupérer, tu ne peux plus prendre ton vélo, tu n'as plus rien à faire jusqu'au lendemain matin. Et je vous avoue que ça, c'était un gros stress pour moi parce que j'avais trop peur d'oublier quelque chose, j'avais trop peur que ma transition soit mal faite. Et une fois que tu as posé ça, tu sais que de toute façon, tu ne peux plus rien faire jusqu'au lendemain matin. Donc, à l'hôtel, une fois que tu rentres le soir, tu n'as pas ces sacs, donc tu n'as plus rien à préparer. Et là, j'avais une première pression qui descendait. C'était un petit peu mitigé parce que j'avais la pression d'avoir oublié des choses dans mes sacs, mais en même temps, la pression que de toute façon, ils sont posés et je ne peux plus rien faire. Donc voilà, ça c'était pour la grosse journée du samedi. Récupérer le dossard, poser le vélo, poser les sacs de transition, repérer un petit peu le parcours où je vais partir pour la nage. Et là, c'était fait. Il était aux alentours de 17h, 18h. Et là, la prochaine étape, c'était aller à l'hôtel pour enfin pouvoir souffler, continuer la recharge en glucides, terminer de préparer les affaires pour le lendemain et faire le brief avec les cadreurs pour pouvoir préparer une vidéo d'exception pour le lendemain. Donc petite avance rapide, on se rejoint tous à l'hôtel. Donc il y avait ma copine, les 2 cadreurs qui sont venus également accompagner. Et je vous épargne les détails de toute la soirée parce qu'il ne s'est rien passé spécial. L'objectif c'était juste de pouvoir continuer ma recharge en glucides, de pouvoir bien me reposer, essayer de ne pas me coucher trop tard parce que le lendemain il y a un réveil à 4h30 qui nous attend. Et surtout m'assurer que toutes les affaires sont prêtes, que je n'oublie rien. J'essayais de mieux visualiser comment allait se dérouler la course, les transitions. Et il fallait aussi que je fasse le point du coup avec les cadreurs et que je filme quelques plans pour la vidéo magnifique que l'on compte produire par la suite. Du coup là, c'était un premier truc auquel je pensais, c'est que j'étais du coup avec 2 cadreurs que j'ai ramenés pour faire cette vidéo. Et le coût global de la vidéo que je vais faire, du coup, je pense que ça va être la vidéo la plus chère de toute ma chaîne. Et depuis que j'ai commencé YouTube, parce que déjà, le Ironman, c'est quelque chose de très cher. Là, pour l'Ironman 70.3, j'ai payé du coup le dossard 500, je ne sais plus si c'était 515 ou 525 euros. Mais bref, on va dire 500 euros pour le dossard. Faut payer les 2 cadreurs. J'aurais pu en prendre un seul, mais forcément, c'est tellement compliqué de filmer un événement comme ça. Ça bouge tellement, il y a les transitions, il y a le vélo qui fait les tours des villages, etc. Je voulais avoir le maximum de plans possible. Donc, je me suis dit, je vais prendre 2 cadreurs. Et du coup, forcément, ces 2 cadreurs, faut qu'ils viennent la veille parce qu'il y a beaucoup de choses à filmer. Donc, c'est sur 2 jours. Et en plus, il faut prendre la nuit d'hôtel pour chacun. Donc, c'est 2 nuits d'hôtel supplémentaires. Et là, le coût global, je me suis vraiment posé les bonnes questions en mode, est-ce que tu as envie de dépenser autant ? Et en fait, pour ceux que ça peut intéresser, pourquoi j'ai fait ce choix ? Tout simplement que des Ironman 110.3, des Ironman et ce genre d'événements, ce genre de compétition, il n'y en a pas 36 000 dans une vie, surtout pas des premiers. Et j'avais envie d'immortaliser tout ça. Et pour moi, ce genre de souvenirs, ce genre de plans et ce genre d'images, ça a pas de coût. Littéralement, je suis le genre de personne, je peux payer cher pour ce genre de choses. Et je sais que l'argent, ça reste quelque chose d'éphémère. Et les souvenirs, les images, surtout là, j'ai vu les images que j'ai,
elles sont tellement incroyables que pour moi, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse là-dessus pour vous dire que le coût, il est énorme. Mais si vous faites ce genre d'événement, même si vous n'êtes pas sur les réseaux, je pense que c'est quelque chose. Là encore, je parlais avec un pote qui n'est pas sur les réseaux forcément, qui va faire un Ironman. Et je lui ai dit, mec, si tu veux, je te donne les contacts de vidéastes que je connais parce que les images, elles sont tellement belles. Et même par la suite, pour montrer à ta famille, à ton gosse ou même toi plus tard dans ta vie, c'est tellement quelque chose d'important pour moi d'avoir des souvenirs, des photos, des vidéos. Je sais qu'il faut vivre l'instant présent. Je vis toujours l'instant présent à 1000% aussi. Je suis vraiment quelqu'un de visuel. Mais avoir ces images en plus, quand tu les revois, je trouve ça n'a pas de prix. Donc, si tu écoutes ce podcast et que tu n'as jamais pensé à ça, parce que tu te dis ça ne sert à rien que je filme ou que je prenne des photos parce que je ne suis pas sur les réseaux, bah, je t'assure que ça va au-delà des réseaux. Et les souvenirs perso, moi, je trouve c'est incroyable. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent à des gens, filme ta vie, documente ta vie, même si tu ne la publies pas, rien que pour toi, avoir des archives, je trouve vraiment quelque chose d'incroyable. Et moi, je ne peux pas être plus reconnaissant que de tout ce que j'ai filmé depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube et mon Instagram en 2015 et la chaîne YouTube en 2017, c'est que j'ai littéralement tout sur des disques durs. J'ai tellement de plans, tellement de rushs, et j'ai toute mon évolution. Et bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est incroyable, donc n'hésitez pas à faire ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le prix. Et aussi parce que la vidéo que je vais vous sortir, vous allez voir que je pense que vous n'êtes pas prêts. Et moi-même, je ne suis pas prêt et j'ai trop hâte. Donc bref, tout ça, la soirée, on est à l'hôtel, on mange, on dîne au resto de l'hôtel pour pas prendre de temps, pas prendre la voiture, etc. Je me couche aux alentours des 22h30. Je savais que je devais me lever à 4h30. Et je me suis dit, vas-y, si j'arrive à être au lit à 22h30, ça me fera 6 heures de sommeil. Et vu que toute la semaine, j'ai bien dormi, 6 heures, ça fera le taf. Là, j'ai essayé de manger toute la journée. En fait, la veille d'une course comme ça, il faut faire une grosse recharge en glucides. Et il faut que tu sois, idéalement, entre 8 et 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Tu peux être à 8, 9, 10, 11 ou 12 grammes de glucides par kilogramme de poids de corps. Donc moi, ça me situait pour 84-85 kilos aux alentours de 900 à 1000 grammes de glucides. Je vous avoue que sur la journée du samedi, j'ai ramené beaucoup de glucides avec moi, beaucoup de choses à manger, mais c'était tellement le rush avec le dossard, les transitions, les vidéos à faire, la sortie vélo de 45 minutes. J'ai mangé au maximum, mais à un moment, j'arrivais juste plus à manger. J'étais tellement stressé, il y avait tellement de mouvements que j'étais loin des 1000 grammes de glucides. Je pense que j'étais plutôt aux alentours des 650-700 grammes. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi mon cheat code pour avoir les glucides faciles? Les aliments que j'aime bien consommer, c'est des galettes de riz, du miel, du pain d'épices. Et le combo pain d'épices, miel, ça te fait exploser tes glucides et c'est quelque chose de super bon qui se gère bien. Du jus de raisin particulièrement pour moi, je trouve, déjà c'est celui qui est le plus riche en glucides, je trouve ça super bon. Et donc ouais, pain d'épices, miel, galettes de riz, jus de raisin. Ensuite j'avais aussi des galettes, c'est les espèces de gaufres avec du miel à l'intérieur. Là il y a un petit peu plus de lipides mais c'est super bon. Et ensuite des céréales type Smacks, Frosties, du blé soufflé, tout ce qui est céréales riches en glucides. Et après forcément en aliments, en vrais aliments on va dire, il y a riz, patates, pâtes, tout ce qui est féculent, classique. Et j'essaie de manger un maximum de tout ça pendant la journée, plus la boisson avec les électrolytes. Donc là c'est les glucides électrolytes que j'ai consommés pendant la course aussi. Donc bref, ça c'était pour la journée du samedi. Je me suis couché à 22h30 en forme, vachement stressé, et pendant que je fermais les yeux, j'essayais de repenser à toute la course, repenser aux transitions, et je me suis dit, là je vous avoue que la pression elle montait de ouf, je me suis dit putain demain, genre c'est le grand départ, je vais devoir nager 1,9 km en eau libre avec tout le monde autour, et je stressais de fou, j'avais pas l'impression, je savais que j'étais capable parce qu'en fait, je stressais de fou parce que c'était l'inconnu total, ça me sortait de ma zone de confort mais comme jamais, mais d'un autre côté je savais que ça fait plus de 20 semaines que j'avais fait tous les entraînements. Et comme on dit, trust the process, fais confiance au processus. Je savais que j'avais fait le boulot nécessaire pour valider cette course. Donc d'un côté, j'étais stressé de l'inconnu, mais d'un autre côté, j'étais rassuré parce que je savais que j'avais fait tous les entraînements qu'il fallait jusqu'au jour J. Donc je passe une nuit assez laborieuse, je me suis réveillé quasiment toutes les heures. Et ça, c'est forcément dès qu'on est stressé, dès qu'on a la pression, généralement on dort assez mal. Donc même si j'ai bien dormi, je me réveillais toutes les heures. Mais je me rendormais tout de suite après. Donc je me lève à 4h30. Je vais essayer de la faire un petit peu rapide parce que j'ai remarqué
là, au moment où je vous fais ce podcast, je vous ai toujours pas dit le temps officiel. Et si vous n'avez pas vu mon post Instagram, le temps que j'ai fait, c'est littéralement une dinguerie. Franchement, s'il y a quelque chose comme un être supérieur, un dieu, un destin, un karma, peu importe comment on appelle ça, peu importe notre vision, s'il y a quelque chose de supérieur qui existe, ça a été prouvé une fois de plus. Donc, je me réveille 4h30 pour le jour J. Et là, on attaque la deuxième partie de ce podcast, le débrief de la course. Dimanche 26 mai, jour J de mon premier Ironman 110.3 et donc de mon premier triathlon. Donc, la réveil 4h30 après 6 heures de sommeil. Je me lève plutôt en forme, honnêtement, mais je me lève directement avec une pression et un stress. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse généralement. J'arrive vraiment à relativiser, à me dire que tout a été fait comme il le faut et que advienne que pourra. Mais là, vraiment, j'avais une pression et un stress de l'inconnu que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça que je recherche avec ce genre de choses, cette adrénaline qui te fait vivre un moment de folie. Et on en reparlera juste après parce que cette pression, c'était encore pire juste après. Enfin bref, réveil 4h30. À l'hôtel, je prends ma petite douche. Ça, c'est vraiment un rituel que j'ai depuis que je fais de la gym, qu'on est en compétition avec des déplacements. Dès que je suis à l'hôtel et que j'ai un événement, le matin, je prends une douche. Je commence par la douche froide et je termine par la douche chaude. Mais c'est vraiment un rituel que j'ai. Donc, je me lève, je prends ma petite douche et on descend au petit-déj aux alentours de 5h. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que le départ était à 8h30. Il fallait donc fallait repasser aux transitions parce qu'en fait, dans la zone de transition où tu as ton vélo, tu dois aller gonfler tes pneus. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent, c'est que la veille, tu dois un petit peu dégonfler tes pneus pour pas que ton pneu pète la nuit avec la chaleur. Je vous avoue que je me suis dit, mon pneu, il va pas péter, donc je les ai pas dégonflés. Mais il faut quand même s'assurer de les gonfler le matin même. Et tu peux déposer tes gourdes d'hydratation. Parce que forcément, sur ton vélo, tu as les gourdes d'hydratation. Tu les mets pas la veille parce que tu vas pas laisser tes boissons d'électrolytes ou autres toute la nuit pendant 24 heures sur ton vélo. Donc là, tout le monde doit se rendre dans cette zone de transition entre 6h et 8h. C'est-à-dire que la zone de transition ferme à 8h. Si t'es pas passé avant, tant pis pour toi. Hein, t'as pas gonflé ton pneu, t'as pas d'électrolyte, t'as pas de boisson. Tu es dans la merde. Donc, fallait être sûr d'être sur place entre 6h et 8h. Forcément, 6h, c'était un peu tôt. Donc, moi, je m'étais dit, OK, on a une demi-heure depuis l'hôtel. Il y aura des bouchons. Donc, il faut qu'on parte de l'hôtel à 6h30 max. Comme ça, on sera sur place vers 7h, 7h15. Et ça me laissera 3 quarts d'heure pour gonfler mes pneus. Et ensuite, le départ est à 8h30. Alors, regardez ça bien en tête. 8h30, le départ par vague. Je sais que j'étais pas dans la vague la plus rapide pour la natation. Donc, je savais que le départ, pour moi, il allait être plus vers les 8h45, 9h. Enfin bref, réveil 4h30, je prends ma douche, on prend le petit-déj. Et là, il faut commencer à manger tôt parce que la recharge en glucides continue. Mais d'un autre côté, tu dois manger beaucoup de glucides, mais tu dois les manger tôt parce que si tu les manges pas longtemps avant la course, ça peut remonter, tu peux te sentir mal, tu peux avoir des problèmes de digestion. Et moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de matinal au niveau de l'alimentation. Donc, j'ai vraiment dû me forcer. J'ai essayé de prendre du pain, banane avec de la confiture pour avoir des glucides et du miel. Mais ça passait pas trop. Je me suis un petit peu forcé. Je sentais mon bide qui était serré. Et j'ai pas beaucoup mangé. J'ai préféré manger moins que me forcer et avoir des problèmes ensuite sur le vélo. Et j'avais vraiment peur d'avoir des problèmes de digestion. Donc, j'ai pas beaucoup mangé en vrai. Et ensuite, je termine le sac. Et là, je vous avais dit avant, il y a les sacs de transition T1 et T2. Et il y a juste un autre sac blanc dans lequel on peut mettre les affaires qu'on récupère juste après la course. Donc là, tu mets ton pull, tes claquettes, etc. Donc bref, on part de l'hôtel comme prévu à 6h30 avec une petite demi-heure de route qui s'est transformée en 3 quarts d'heure parce que forcément, il y a tous les athlètes qui prennent la voiture. Et là, petit moment d'anthologie qui reste gravé dans ma tête, c'est que sur tout le chemin, donc c'est moi qui roulais, j'avais mis la musique et je mettais des musiques de fou. Je mettais des musiques de films, des OST. Je mettais Time de Hans Zimmer. Je mettais la musique de Pirates des Caraïbes. Je mettais la musique de Transformers, Arrival to Earth, qui est une de mes musiques préférées. Je me hypais de fou dans la voiture. J'avais l'impression d'aller à la guerre. J'avais l'impression que j'allais faire un truc de fou. Et ça, c'est juste pour vous dire à quel point c'est important de se mettre dans une bulle, de se mettre dans un mood qui te convient, qui te motive, qui te donne la pêche. Parce que derrière, ça va que te mettre de bonne humeur pour faire une course ou une compétition de malade. Donc voilà, pendant une demi-heure, j'écoutais de la musique dans la voiture, je mettais le son à fond et j'avais le cœur qui se serrait. Je pense, si tu écoutes ce podcast et que tu as déjà fait une compète, tu vois exactement de quoi je parle. Tu sens que ça approche, tu sens l'adrénaline qui monte, tu as la musique, tu as l'impression que c'est le moment, quoi. C'est ton moment, c'est le jour J.
Et voilà, du coup on arrive, on se gare, je vais tout seul dans la zone de transition avec ma pompe à vélo. Il y a des pompes sur place, mais je préférais prendre la mienne au cas où. Je gonfle rapidement mon vélo, je vais poser mes 2 gourdes d'hydratation. Et là, j'avais aussi emmené ma petite flasque de 25 centilitres avec laquelle je cours habituellement, dans laquelle j'ai de l'eau. J'avais emmené ça pour la mettre dans mon sac de transition de course à pied. Mais ils n'étaient plus là, les sacs de transition de course à pied. Ils les avaient déjà emmenés à la zone de transition où on va faire la course à pied. Donc j'étais un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave. Le vélo est gonflé, j'ai posé mes 2 gourdes d'électrolytes et de glucides sur mon vélo. Il était exactement 7h30, 7h45 même. Là, je filme 2-3 plans avec mes cadreurs. Et c'était le moment d'enfiler la combinaison. 8h, tu dois enfiler la combinaison, mettre le bonnet et t'assurer d'être prêt. Et là, je me suis dit, du coup, est-ce que je mets la combinaison tout de suite? Parce que si j'attends une demi-heure dans la file d'attente, vu que je pars pas dans les premiers, je risque d'avoir super chaud. Mais je commence à voir littéralement tous les athlètes qui étaient en combinaison. Il y en a même qui nageaient dans le lac parce qu'en fait, tu as la zone de départ. Et de l'autre côté du lac, tu as une petite partie où tu peux t'échauffer dans l'eau. Je vois des mecs qui sont en train de nager, je vois des mecs trop déter qui ont l'habitude. Et moi, j'étais là en short avec mon pull. Et je me dis, c'est peut-être le moment d'enfiler la combinaison. Donc, je l'enfile aux alentours des 8h10, 8h15. Et je suis parti à 9h, 9h05, je crois. Donc, pendant 3 quarts d'heure, j'étais dans ma combinaison. J'avais trop chaud, je transpirais. Mais bref, du coup, là, j'enfile la combi, je mets le bonnet, je mets les lunettes. Et un des trucs que j'appréhendais d'ailleurs par rapport à la nage, c'est qu'une fois que je mets les lunettes, quand j'étais dans le bassin, que je fais des 25 mètres aller-retour, dès que j'ai de la buée ou de l'eau qui rentre dans mes lunettes, je m'arrête vite fait au bord, j'enlève la buée, j'enlève l'eau, je remets les lunettes et je repars. Là, j'avais trop peur que pendant les 1,9 km, genre au plein milieu du lac, ma lunette s'enlève, où j'ai de la buée, où je vois plus rien, où j'ai de l'eau, et que je dois m'arrêter au plein milieu de l'eau. Bref, c'était une de mes appréhensions. Donc, j'arrive sur la ligne de départ de la natation, énormément de monde, énormément de bonnets verts, tout le monde a le même bonnet, et il y a plusieurs sas de départ. D'abord, il y a les pros qui partent, ça c'est à part. Et ensuite, pour les open, donc c'est toutes les personnes qui sont inscrites en gros, tu as le sas de départ, genre tu as moins de 35 minutes, 40-50 minutes, plus de 50 minutes. Et en fait, tu choisis ton sas de départ. Et dans un triathlon, il y a plusieurs départs possibles pour la natation. Il y a un départ on appelle ça un mass start. C'est en gros, tu as le top départ et tout le monde part en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui fait assez peur parce que surtout quand tu n'es pas habitué, tu es au milieu de tout le monde se touche, tout le monde se tape, se donne des coups. Et c'est quelque chose que j'appréhendais un peu ça. Mais par chance, nous, c'était un rolling start. On avait donc 5 athlètes qui partaient toutes les 5 secondes. Et ça permet un petit peu plus de filtrer et qu'il n'y ait pas trop de monde d'un coup. Donc 5 départs toutes les 5 secondes. Mais je t'assure que quand tu as 4000, 5000 athlètes même, ça prend du temps. Donc à 8h15, j'étais dans mon sas de départ. Et je vois qu'il y avait encore le sas de 30 minutes, de 40 minutes. Et après seulement mon sas. Donc je me suis dit, en vrai, j'ai encore au moins une demi-heure. J'ai de nouveau enlevé ma combinaison. Je suis vite fait aller pisser. Je suis revenu. J'ai filmé quelques plans. Et aux alentours de 9h, je vois qu'il y a plus grand monde. Et je vois que vraiment, d'un coup, ça avance super vite. Je dis, mais attends, vraiment, il y avait plus grand monde sur la ligne de départ. Et j'avais pas envie de partir dans les derniers parce que je me dis, si je pars dans les derniers, ok, il y aura pas grand monde. Mais gros, si je suis dans les derniers, que j'arrive à la zone de transition vélo, qu'il n'y a plus aucun vélo, que je fais le vélo tout seul, qu'il n'y a plus personne, je me dis, là, la course, elle va être dure parce que j'aurai pas cette ambiance de course. J'aurai cette ambiance de, t'es tout seul, tout derrière. Donc je me dépêche, j'essaie de me faufiler entre des personnes. Et je sais pas pourquoi, c'est mes cadreurs et ma copine qui me l'ont dit, c'est que d'un coup, ils ont fait partir tout le monde. Donc ils ont fait le rolling start pendant plusieurs temps. Et quand c'était à mon tour de partir, ils ont fait partir tout le monde d'un coup. Et je l'ai senti de fou parce qu'on va y revenir juste après. On était vraiment très nombreux dans la nage en même temps. Et ça m'a vraiment embêté. Et je me dis que j'aurais dû me mettre un petit peu plus tôt dans mon sas de départ pour être plus vers devant. Et j'aurais eu un meilleur rolling start. Et potentiellement, j'aurais eu beaucoup moins de monde autour de moi dans le lac. Donc ça, c'était un petit premier problème. Mais juste avant ça, du coup, j'arrive, je mets ma montre en mode triathlon, prêt à appuyer sur la zone, sur le bouton start. J'arrive sur la ligne de départ. Et là, la meuf, elle me dit « Go !» J'appuie sur start. Et ça y est, je m'élance pour la toute première fois de ma vie, pour mon tout premier triathlon, dans l'eau. Je cours et je ne savais pas si je devais essayer de courir un petit peu dans l'eau ou si je devais directement plonger pour nager. Donc je fais quelques mètres dans l'eau en essayant de lever bien les pieds. Et là, je plonge, je me mets en position de crawl. Et c'est parti. Là, dans ma tête,
J'ai même pas fait gaffe à la température de l'eau. Mon cerveau s'est complètement débranché. Quelques secondes, quelques minutes auparavant, j'avais une pression de fou. J'avais peur de nager. J'avais vraiment peur de nager dans ce putain de lac 1,9 km avec tout le monde. Je voyais les bouées tout au fond sur lesquelles il fallait faire le tour. Ça me paraissait tellement loin. Mais bref, on est parti. J'ai mis la montre en mode start. Crawl, full respiration à droite. Et sur les premiers mètres, sur les premières minutes, je me sentais vraiment bien. Et dans ma tête, j'étais en mode c'est parti base. C'est parti pour ton Ironman 70.3. Maintenant, la prochaine fois que tu t'arrêtes, c'est à la ligne d'arrivée. Donc, je pars, je commence le crawl, tout se passe bien parce que il y avait une ligne droite et au bout de je sais pas combien de mètres, quelques centaines de mètres, il y avait le premier virage et après de nouveau une ligne droite et là, il fallait faire un gros virage autour d'une bouée. Donc, jusqu'à cette grosse bouée, tout se passe bien, je fais mon crawl, je me sens bien glissé, la combinaison, elle m'aide vraiment, je sens mes jambes qui flottent, j'ai un rythme plutôt tranquille, j'essaie de pas trop battre des jambes pour pas me fatiguer. Et j'essaie de ne pas avoir une grosse cadence au niveau des bras, mais vraiment de sentir glisse après glisse en étant assez lent, mais quand même en ayant un bon rythme de croisière. Forcément, j'avais aucune idée de mon allure, je me fiais vraiment au ressenti et j'essayais vraiment de ne pas être essoufflé. Donc pas avoir des gros volumes respiratoires parce que c'était ma seule façon de voir si oui ou non j'allais trop vite ou pas. Donc tout se passe bien jusqu'à cette première putain de bouée où il fallait faire pas un demi-tour mais une espèce de virage à 90 degrés. Et en fait, je m'étais toujours dit, dans toute la nage, pour éviter le monde, je vais mettre aux extrémités. Comme ça, je fais ma vie. Moi, j'ai pas envie de pousser les gens, j'ai pas envie de me battre. Je me mets de côté, je suis pas à l'aise et je nage tranquille. Et en fait, j'étais sur le côté droit pendant toute cette première ligne droite. Donc, j'étais plutôt bien. Et il fallait faire un virage à droite. Et vu que j'étais sur le côté droit, je ne pouvais pas me mettre loin de la bouée parce que, vu que je dois tourner à droite, si je voulais être de l'autre côté de la bouée, il fallait que j'aille à gauche et que je traverse littéralement entre tout le monde. Donc j'arrive côté intérieur de la bouée et la grosse catastrophe, je vois que les gens ils commencent à ralentir, je peux plus faire de crawl, tout le monde est à l'arrêt, tout le monde fait de la brasse, j'essaie de faire un petit peu de brasse alors que je déteste ça. Et même en faisant de la brasse, j'allais trop vite. Il y a des gens vraiment, ils sont à l'arrêt et je fais limite du petit chien, tu sais, c'est quand tu avances juste avec les bras comme ça et horrible. Là, je commence à angoisser, je bois la tasse, je commence à hyperventiler, je respire fort, il y a du monde tout autour de moi, je peux même pas me coucher en position de crawl, je peux rien faire, il y a du monde littéralement partout, il y a la bouée à droite qui me touche la tête, et là franchement ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre un peu de confiance en moi, et ça me fait hyperventiler, je bois la tasse, je respire fort, et ça me fatigue, et je me dis oh putain la cata c'est horrible, vraiment c'était un petit peu de l'angoisse, hein, vraiment je vous le dis honnêtement, et bref j'arrive à faire le virage tant bien que mal en faisant un mix de brasse et de patauge comme ça. Et dès que la bouée est passée, je me mets direct côté gauche et je me remets en crawl. Et là, c'est reparti, je me ressens plutôt bien. Et pendant que je faisais ce crawl, je me disais, mais putain, c'est quoi ce bordel de bouée? On était tellement... Et c'est là, en fait, que je vous ai dit qu'ils nous ont fait partir tous en même temps. Moi, je n'avais pas réalisé, mais je l'ai réalisé qu'on était à cette bouée parce qu'on était tellement de monde. Et c'est là que j'aimerais relever le premier point. Je pense qu'il y en a qui le savent si vous êtes des triathlètes. C'est que tous les coups que je me prenais, et tous les gens qui me faisaient ralentir, c'était ceux qui faisaient de la brasse. Parce que quand tu fais du crawl, même si t'es côte à côte et que t'es quasiment collé, t'es linéaire, t'es longitudinal, donc tu peux être collé, tu fais du crawl, tu te déranges pas. Mais la brasse, vu que tu vas sur le côté avec tes bras et avec les pieds, ils te donnent des coups, ils vont doucement, ils t'empêchent de passer. Ah, c'était l'enfer. Tout de A à Z, pendant toute la nage, tous les coups que je me prenais et tous ceux qui m'empêchaient d'avancer correctement, c'est ceux qui faisaient de la brasse et c'était insupportable. Forcément, je suis débutant, donc j'ai rien à dire. Mais ceux qui faisaient de la brasse, c'était insupportable. Et les 2-3 virages qu'il y a eu sur les grosses bouées, c'était le même problème. Je perdais du temps. Je devais me mettre en brasse, je devais patauger avec les bras. Tout le monde s'arrêtait. C'était horrible. C'était une source d'angoisse, d'hyperventilation. Je buvais la tasse. Mais sinon, entre chacun de ces gros virages, j'étais dans mon crawl, j'étais bien et j'avais vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle. J'avais le soleil à un moment dans les yeux pendant une boucle complète. Je ne savais pas du tout où j'en étais. Je ne savais pas du tout à quelle vitesse j'allais. Je ne savais pas du tout combien de temps ça faisait. Et bref, je nage, je fais le crawl. De A à Z, je fais que du crawl. Maintenant, je lève la tête et je vois il doit rester à peu près 200-300 mètres parce que je vois la ligne d'arrivée de la nage. Et je dis, vas-y, base, c'est maintenant. Termine ton crawl, c'est la dernière ligne droite. Pense plus à rien. J'essaie de compter, genre, je faisais, allez, 1, 2, 1, 2. Ça me fait passer le temps quand je fais ça. Je termine,
je lève la tête, je vois la ligne d'arrivée qui approche de plus en plus vite. Et on m'avait dit, plusieurs personnes m'avaient écrit sur Instagram pour me dire de commencer à battre des jambes beaucoup plus quand je vois que j'arrive. Comme ça, je remets de l'afflux sanguin, je remets du sang dans les jambes avant la transition vélo. Comme ça, mes jambes sont plus aptes à pédaler. Donc ça, c'est le petit tips que je vous donne. Sur les dernières minutes, les dernières centaines de mètres, battez plus des jambes, activez vos jambes pour ajouter du flux sanguin dans vos jambes pour être mieux sur le vélo et sur la transition. Donc je commence à battre des jambes, j'approche de la rive, enfin. Je ne sais pas jusqu'à quand je dois nager, je ne sais pas si je dois nager jusqu'au bout et me lever pour courir ou si je dois courir un petit peu dans l'eau. Donc je fais un petit peu des deux, genre je fais le crawl et dès que je vois que j'ai plutôt bien pied, je me relève, je commence à courir et ça y est, la nage était faite. J'ai fait 2 km, donc normalement c'est 1,9 km, mais ma montre m'a affiché 100 mètres de plus en exactement 41 minutes 42 pour une allure moyenne de 2 minutes 05 au 100 mètres. Super content, franchement, 2 minutes 05 au 100 mètres, c'est une allure assez rapide pour moi. Ça veut dire que j'ai bien nagé tout le long, malgré les pertes de temps que j'ai eues. J'ai quand même fait du coup les 1,9 km en 41 minutes et 42 secondes. Donc nage 1,9 km, 41 minutes, 42 secondes. Super content de moi, une allure de 2 minutes 05 au 100 mètres. J'ai eu 0 coup de mou, j'ai eu 0 douleur. Tout s'est bien passé de A à Z sur la nage, à part les quelques virages au niveau des bouées qui étaient source d'angoisse. Et là enfin, je sors de l'eau et je peux commencer à courir pour me diriger vers la transition 1 T1 pour monter sur le vélo. Donc dès que tu sors de l'eau, ce qu'il faut faire, c'est enlever la combinaison, enlever le bonnet et les lunettes et courir jusqu'au parc de transition où tu as rangé ton vélo la veille. Ça, je me suis plutôt senti bien. J'avais peur qu'en sortant de l'eau, j'ai la tête qui tourne, j'ai du mal. Mais étonnamment, je me suis senti super bien. Je suis sorti de l'eau, j'ai directement commencé à courir. Forcément, j'avais la tête un petit peu légère, genre je me sentais un peu bizarre, mais sans plus. Donc je sors de l'eau, direct j'essaie de choper l'espèce de fil pour ouvrir la combinaison. Et en fait là, tu tires le fil vers le bas pour l'ouvrir dans le dos. T'enlèves juste au niveau des manches pendant que tu cours vers le parc des vélos. Et en fait, t'es torse nu. Et t'enlèves le bonnet, les lunettes. Et là, tu dois d'abord aller vers ton sac. Donc le fameux sac. Et c'est là que je vous ai dit, c'est très important de retenir où il est. Et là, c'était un peu galère parce que en fait, t'as des bancs. Et il y a tous les sacs qui sont rangés. Il y a plus de 5000 sacs. Donc c'est vraiment galère. Il y a beaucoup de gens qui étaient déjà là. Donc j'ai dû passer entre des gens. J'avais limite pas de place pour m'asseoir parce qu'il y a des bancs. Mais tout le monde est déjà assis. Tout le monde est déjà en train de se changer vu qu'il y a des gens qui sont là avant moi. Donc bref, je trouve mon sac. Première chose à faire, c'est d'enlever la combinaison, parce que je l'ai enlevé au niveau du haut du corps, mais il faut l'enlever au niveau des pieds. Là, j'ai un petit peu galéré au niveau de mon pied droit, c'était un peu bloqué. Donc j'enlève la combinaison, je prends vite la serviette, je me sèche les pieds, je mets mon casque de vélo, je mets tout de suite les lunettes, comme ça le casque c'est fait. La trifonction qui va me servir pour le vélo et pour la course à pied, elle était déjà sous la combinaison, donc là j'étais complètement mouillé. Je me sèche les pieds, je mets la chaussette gauche, je me sèche le pied droit, je mets la chaussette droite, je mets les chaussures de vélo, je range tout dans le sac. Dans mon sac, j'avais aussi les gels, donc je prends les gels que je mets dans mes poches arrière, les gels de glucides. Je raccroche le sac, tout est bon, je cours vers mon vélo. Donc là, pareil, il faut se rappeler exactement où il est le vélo. Donc je passe à côté du pissoir, je vois le pissoir, ok, c'est dans cette ligne. Et là, je vois quasiment aucun vélo. Il y avait quasiment plus de vélo. Donc je me suis dit, putain, je suis vraiment parti à la fin. Quelle merde. Donc il y avait juste mon vélo qui m'attendait. Il me disait, hey, je suis là, je suis tout seul. Je prends mon vélo. Et là, tu dois courir jusqu'à... Tu as une ligne qui marque la fin du parc de transition. Donc tu sors du parc de transition. Et à partir de cette ligne, tu peux monter sur le vélo. Donc tu dois courir avec le vélo que tu tiens à côté de toi. En plus, vu que j'avais les chaussures déjà mis au pied, sur les chaussures de vélo, il y a des petites cales. Donc tu cours, tu arrives à la ligne, tu montes sur le vélo et c'est parti. Là, très important, pour ceux qui veulent un petit conseil, c'est que la veille, quand tu poses le vélo dans la zone de transition, il faut s'assurer que tu l'as mis sur le gros pignon pour pouvoir pédaler facilement dès le début. Parce que si tu l'as mis sur un pignon difficile, dès que tu vas monter sur le vélo, tu vas devoir pédaler très fort et c'est pas agréable. Donc j'avais bien pensé à faire ça. Je suis monté sur le vélo. J'avais déjà le petit pignon, donc je commence à pédaler, à faire tourner les jambes rapidement. Et c'est parti pour les 90 km de vélo. Épreuve numéro 2, après les 42 minutes de natation.
parcours à vélo que j'appréhendais de fou parce que sur le papier officiel, il y avait écrit que c'était 90 km avec 860 mètres de dénivelé. Mais j'ai repéré le parcours sur Strava. Il y a un mec qui a fait tout le parcours pour montrer à quoi ça ressemble. Et il avait 1300 mètres de dénivelé. Et pareil, pendant le Meet des athlètes la veille, le speaker il nous a dit, je ne sais pas qui c'est qui a fait le brief, mais vous n'allez pas avoir 860 mètres de dénivelé du tout, vous allez avoir beaucoup plus. Et ils ont confirmé qu'on allait avoir 1200, 1300 mètres de dénivelé. Donc je vous avoue que j'appréhendais parce que 1300 de dénivelé positif sur du 90 km, je peux vous assurer que c'est pas mal. Et c'est pas que j'avais un ou deux cols assez hauts et ensuite des descentes, c'est que du début à la fin, c'était ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, littéralement tout le long. Genre vraiment, c'est un truc de malade. J'ai regardé le parcours, c'était, tu vois, une courbe sinusoïdale qui fait que des courbes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'était ça, le parcours. Et j'appréhendais un petit peu. Donc voilà, je monte sur le vélo, depuis la ligne de transition, je pars. Et là, dès le début, genre au bout de littéralement 5 secondes, j'entends un mec qui tombe, je me retourne, je vois un mec qui se pète la gueule dès le début. Je me dis, oh putain, heureusement que j'étais pas derrière, ça se trouve, il serait tombé sur moi. Bref, je pars, mes pieds sont clipsés, j'ai le casque, j'ai mes lunettes, tout est bon, et il n'y a plus qu'à pédaler 90 km et assurer les 1300 mètres de dénivelé. Donc là, comment je me sens plutôt bien, la nage elle est déjà derrière moi. Je vous avoue que pendant les premiers kilomètres, les premières minutes, j'ai l'impression d'être dans un univers un petit peu parallèle, et le cerveau il est éteint. Tu es en train de pédaler, il y a des mecs qui te dépassent. Moi-même, je dépassais des gens parce que je pédalais bien au début. C'était du plat. Donc, j'étais en position aéro sur mes prolongateurs. J'avais pas la tête qui tournait, j'étais pas fatigué. Et dans ma tête, j'étais en mode putain, gros, t'as nagé 1,9 km, tu l'as fait de A à Z, tu t'es senti bien. Et au début du vélo, je repensais à la nage et je me disais, mais c'était tellement bizarre. Il y avait du monde, je sentais des gens. Tu nageais, genre, c'était vraiment un univers parallèle. Je sais pas si ça le fait que à moi parce que c'est tout nouveau ou si c'est pareil pour tous les triathlètes, mais je repensais à ça et je me disais c'était vraiment bizarre, mais c'est fait. Et dans ma tête, j'avais une première satisfaction personnelle parce que je me suis dit, t'as fait ce qui te faisait le plus peur, la nage. Le vélo, je savais que c'est du vélo, t'as juste à pédaler. Ça va être dur, mais ça reste juste du pédales. Et la course à pied, le seul truc qui va être dur, c'est que tu peux avoir des moments durs au niveau du crâne où t'as envie d'abandonner. Mais la nage, vu que c'est dans l'eau, c'est plus ça qui me faisait peur. Donc voilà, c'était fait, je suis sur le vélo, je pédale, et tout se passe bien sur les 10-15 premiers kilomètres. Je savais que la première grosse montée, elle était vers le 18-20e kilomètre, donc on arrive à 15 km, et là je me dis, la première montée va arriver, et je la vois arriver. Grosse montée, c'était pas un col, mais c'était une grosse montée, petit pignon, tout le monde va doucement, et étonnamment sur les montées, je dépassais plus de gens que je n'en dépassais sur le plat. Donc sur la montée, je dépassais pas mal de gens. Et sur le plat, je me faisais dépasser par des mecs qui étaient en position aéro avec un gros vélo contre la montre comme ça. Donc je sais pas trop pourquoi, je vous avoue. Mais voilà. Pas grand chose à dire sur le vélo, je vous avoue, parce que c'était tout a découlé facilement. J'avais mes 2 gourdes d'hydratation. J'avais un total de 6 gels de 25 grammes de glucides. J'en ai pris que 4, donc 100 grammes de glucides. Et dans mes 2 gourdes, j'avais un total de 140 grammes de glucides. Donc j'avais 140 grammes de glucides dans mes gourdes et 100 grammes de glucides dans mes gels. Donc je faisais bien en sorte de boire régulièrement et de prendre un gel à peu près toutes les 45 minutes pour être sûr d'avoir suffisamment de glucides. Et franchement, de A à Z, j'ai eu 0 coup de mou, 0 moment où j'ai eu envie d'abandonner, 0 moment où c'était vraiment dur au niveau des jambes. Franchement, tout a déroulé super bien. J'enchaînais les montées, les descentes, les montées, les descentes. Tu passais par des moments de forêt où il n'y avait pas grand monde et tu passais par des petits villages où il y avait plein de monde qui était là à t'encourager avec de la musique, avec des cloches. Et ça, comme ça te donne le smile. Moi, je répondais aux gens, genre, il y a des gens, ils sont focus sur leur course. Je pense que c'est parce que je suis débutant. Moi, dès que je passais et qu'il y avait des gens, je levais la main et je faisais ouais, genre j'étais grave content, il y avait une ambiance de folie. Et faire ça, je trouve, ça te met le smile. Parce que tu sens que c'est dur, que tu es un peu tout seul, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de monde, etc. Mais dès que tu entends de la musique au loin ou tu entends un village où il y a du bruit, tu arrives et tu as des gens qui sont là, qui prennent du temps de leur journée pour venir t'encourager, pour venir te mettre de la musique, pour venir te mettre des petites pancartes. Moi, ça me donne le smile de ouf, je trouve que c'est trop beau, je trouve que c'est ça l'esprit compétition qu'on aime.
Et à chaque fois, ça me reboostait un petit peu. Donc voilà, tout du long, il y avait de la bonne ambiance, il y avait des petits villages, il y avait de la musique, il y avait des grosses enceintes. Et à 3 endroits, je crois, il y a mes cadreurs et ma copine qui étaient là pour m'attendre, pour me filmer. Et ça aussi, à chaque fois, ça me motivait. Je voyais les caméras sur moi, je dis vas-y, là, il y a un plan stylé. Ils étaient là pour m'encourager. Donc à chaque fois, ça redonnait un petit coup de boost. Et ça fait que les 90 km sont passés plutôt bien, malgré forcément les 1300 mètres de dénivelé qui étaient un petit peu durs à quelques reprises. Mais voilà, j'ai fait du coup quelques descentes où j'avais un petit peu peur. Je vous avoue que les descentes, ça fait peur parce que tu te dis, tu peux aller très très vite. Et tu peux aussi dire que ça peut s'arrêter très très vite parce que suffit que tu prennes un trou, un caillou, que tu prennes mal un virage en descente et tu peux te faire vraiment mal. D'ailleurs, j'ai vu un mec à un moment, il y avait des ambulances, on a dû freiner très fort dans une descente parce qu'il y a quelqu'un qui s'est bien viandé méchamment au bout de la descente. Et quand je suis passé à côté, il était vraiment sur civière, il y avait plusieurs ambulances, beaucoup de gens autour de lui. J'ai vu le visage complètement ravagé en sang et je me suis dit, il avait la civière avec le cou maintenu. Et je sais pas comment il est tombé, mais ça m'a refroidi un petit peu, je vous avoue. J'ai quand même fait une descente à 62 km/h. C'était la vitesse de pointe, j'ai regardé là sur mon récap. 62 km/h, je me rappelle exactement quand c'était, j'ai regardé la montre. Il y avait une grosse descente. Je me suis mis en position aéro. Je commence à aller vite. Je mets le gros pignon pour pédaler à fond. Je pédale à fond dans la descente. Je dépasse tellement de gens. Je baisse la tête. Je vois 62 km/h. Et je dis, gros, là, ça va vite, bordel. Et c'est la plus grosse vitesse que j'ai fait. Sinon, j'ai fait pas mal de descentes à 55, 58, 59 km/h, même 60. Et je vous avoue que t'es pas trop serein. Et je sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'avais envie de gratter du temps, gratter de la moyenne sur la vitesse générale. Et je me suis dit, c'est pas dans la montée que tu vas aller vite, donc profite de ces descentes. Et je me suis dit qu'à tout moment, en plus c'est moi qui ai serré ma roue le matin même. Je me dis à tout moment, j'ai mal serré ma roue et elle peut partir, mais bref. Le vélo, du coup, ça s'est bien passé. J'arrive enfin à bout de ces 90 km et de ces 1300 mètres de dénivelé. Et jusqu'à la fin, on avait des montées, donc c'était assez terrible. Et je passe du coup la ligne de transition, j'arrête la montre et j'ai terminé du coup le vélo en exactement 3h18 et 6 secondes. Donc je suis arrivé à bout des 90 km et 1321 mètres de dénivelé positif en 3h18 et 6 secondes pour une vitesse moyenne de 26,7 km/h. Donc je vous avoue que je suis plutôt content quand même parce que 1300 de D+, et une moyenne de quasiment 27 km/h, je me dis qu'à Tallinn, même si c'est le double de distance, il n'y aura pas de dénivelé. Donc si je me mets bien en position aéro et que je suis dans le jus tout le long, je devrais avoir une bonne moyenne potentiellement de 28-29, voire même se rapprocher des 30 km/h. Donc plutôt encourageant, même si 3h18, c'est pas un temps de ouf, vu le dénivelé, je vous avoue que j'étais quand même plutôt content. Donc là, j'arrive enfin à la zone de transition T2 pour la course à pied. Donc là, même principe, tu as une ligne qui marque la transition et tu dois descendre de ton vélo avant cette ligne. Genre, tu n'as pas le droit de passer cette ligne sur ton vélo, sinon tu as une pénalité. Donc juste avant la ligne, vu que moi je suis pas un pro, je me suis arrêté complètement, j'ai déclipsé mes chaussures et là tu prends ton vélo de nouveau avec les mains, tu cours avec ton vélo dans les mains jusqu'à de nouveau poser ton vélo à ton numéro attitré. Et là, vu que tu l'avais pas mis la veille ici, c'est une zone de transition auquel j'étais jamais encore allé. Et là, je vous avoue que j'ai un peu galéré à trouver mon numéro parce que tu as plein de lignes et tu regardes et vu que tu es quand même fatigué, tu as quand même 90 km de vélo et 1,9 km de natation dans les pattes, tu as chaud, il y avait du soleil, il n'y avait pas de vent. J'arrive, je commence à chercher mon numéro, je le trouve pas trop. Et en fait, tu as des numéros, tu vas trouver ton numéro entre deux numéros. Genre par exemple, il y a écrit 1000, 2000, donc si t'es 1500, c'est que tu es sur cette ligne. Mais sauf que c'est pas des chiffres ronds, c'est genre 1412, 1518, et toi tu sais que tu es le 1510, tu commences à réfléchir et tu as l'impression que ton cerveau il bug. Donc j'ai perdu un peu de temps à trouver le vélo, j'arrive pour le mettre, je galère à le mettre, je le tourne, j'arrive pas à mettre la selle, genre je sais pas, mon guidon il bloque, donc j'arrive pas à le passer en dessous. Et là il y a un mec de l'organisation, il me dit ouais laisse-le, je le fais. Du coup je lui laisse le vélo, je cours pour aller au sac, donc en fait c'est l'inverse. Quand tu finis la nage, tu vas d'abord à ton sac pour te changer et tu récupères le vélo. Là, pour la transition 2, c'est tu poses le vélo et ensuite tu cours à ton sac. Là, du coup, tu prends ton sac numéro 2, t'enlèves le casque,
je mets la casquette à la place du casque, je change mes lunettes, très important pour les vidéos, il fallait que j'ai 2 lunettes différentes, parce que j'ai une lunette de vélo et une lunette de course. Donc j'enlève le casque, je mets la casquette, j'enlève les lunettes, je mets l'autre paire de lunettes, la trifonction ça reste la même, donc j'ai couru avec la même tenue que le vélo, et ensuite il y a juste à enlever les chaussures, je garde les mêmes chaussettes, et donc je remplace les chaussures de vélo par mes chaussures de run. Je fais mon lacet, et là je suis enfin prêt pour la course à pied. Je reprends les gels qu'il y a dans le sac pour mettre les nouveaux gels dans les poches arrière, casquette à l'envers, lunettes de soleil sur la casquette, les lacets sont faits. Je m'arrête vite fait pour pisser. Là, il y avait un truc de fou. Il y avait un peu de monde qui attendait pour les toilettes. Il n'y avait que 4 cabines pour passer aux toilettes. Et j'avais pas envie d'attendre. T'as une file d'attente pour aller juste pisser. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et en fait, il y a une cabine qui était fermée depuis longtemps apparemment. J'ouvre et en fait, il n'y avait personne dans cette cabine. Donc la cabine, elle indiquait rouge, comme s'il y avait quelqu'un dedans, mais il n'y a personne dedans. Donc bref, j'ai pu pisser vite fait. Je sors, je relance ma montre et c'est parti pour la course à pied. Un semi-marathon, 21,1 km, après les 1,9 km de natation et après les 90 km de vélo. Donc là, je ne vous ai pas dit la transition numéro 1. La transition numéro 1, j'ai mis 6 minutes 7. Et là, sur cette deuxième transition, le temps officiel, c'est 5 minutes 35. Donc c'est-à-dire que j'ai mis 5 minutes 35 pour déposer mon vélo, me changer, pisser et repartir. C'est super long, j'ai perdu du coup plus de 11 minutes sur les transitions. Mais c'est pas grave, c'était une première. Donc bref, là, j'ai pissé, je sors. Et au moment où je passe la ligne, je lance l'activité course à pied. Et on est parti pour la dernière étape de ce Ironman 110.3, 21,1 km dans le petit village. 3 tours exactement de 7 km. 3 tours dans le village avec du monde, une ambiance de folie. Et 3 tours qui te font passer à chaque fois devant la ligne d'arrivée. Je suis parti, je me sens bien. Et le départ dès que sur la transition, le départ de la course à pied, il y avait une descente sur plusieurs dizaines de mètres, une grosse descente. Et vu que mes jambes, elles ont tourné pendant longtemps au vélo, je suis allé super vite au début sur la montre. Je vois que je suis arrêté genre 4,25, 4,30. Je dis gros, t'es en descente, t'as les jambes encore engourdies du vélo. Va pas trop vite, sinon le semi-marathon, tu vas jamais le terminer. Donc je sors de la transition et je suis parti sur le premier tour de la course à pied. Et du coup, comment ça se passait la course à pied? Vu que tu avais 3 tours dans le village, 3 tours de 7 km, au bout du deuxième kilomètre de chaque tour, tu passais par un petit checkpoint où tu avais des bénévoles qui te donnaient un bracelet. Donc en gros, ils te tendaient le bracelet, tu devais mettre ton poing à l'intérieur pour le mettre au poignet. Et ça te permettait de voir combien de tours tu avais fait et à quel tour tu étais. Donc si tu avais un bracelet, c'est que tu étais sur ton premier tour, 2 bracelets, deuxième tour, et 3 bracelets, troisième tour. Donc ce checkpoint est à peu près aux 2 km. Et plus tard dans la course, il y a un moment en fait quand tu termines le tour, du coup au bout de 7 km, c'est soit tu avais une pancarte qui te mettait tour 1, 2, 3, donc tu devais aller à gauche pour continuer du coup le deuxième tour ou le troisième tour, et pancarte genre tour 3, c'est-à-dire que tu avais fait le troisième tour, et là en allant à droite, tu voyais la ligne finisher et tu passais par le truc finisher pour le fameux tapis rouge. Et c'était horrible parce que du coup tu fais ton premier tour, tu arrives là, et tu dois passer à gauche et tu vois des mecs à droite qui vont vers la ligne finisher et tu te dis putain bâtard il a fini, moi il me reste encore 14 km. Deuxième tour, même chose, t'arrives, tu vois des mecs qui passent à droite et tu te dis putain il me reste encore 7 km. Mais d'un autre côté tu te dis il me reste que 14 km et je passe à droite. Ensuite tu fais le tour, il me reste que 7 km et je passe à droite et je termine cet Ironman 110.3. Donc c'était assez cool parce que c'est ce que je fais toujours quand j'ai des courses comme ça. Bon, j'en ai pas fait 36 000, mais je me mets des checkpoints dans ma tête et ça m'aide en fait. Ça m'aide à valider certaines étapes. C'est comme dans la vie, quand tu as des gros objectifs, tu te mets plein d'autres petits objectifs pour valider petit à petit jusqu'à l'objectif final. Parce que si tu vois que la fin, que l'objectif final ultime, ça peut te paraître trop gros, trop intimidant et ça peut décourager et démotiver. Alors que si tu as plein de petits objectifs et que tu valides à chaque fois, ça te ramène petit à petit vers le gros objectif jusqu'à ce que tu te dises « Ah mais en fait, j'y suis déjà, il me reste plus grand chose ». Et ça, c'était vachement valable moi pour quand j'avais fait le marathon des sables, donc l'ultra-marathon dans le désert. Je voyais plein de petits cailloux, je m'inventais des checkpoints, etc. Et là, pareil, sur le vélo, pareil, sur la course à pied, il y avait le checkpoint des bracelets. Donc je me disais à chaque fois
allez, là, ils vont me donner le bracelet, je vais avoir le deuxième, c'est-à-dire que je suis au deuxième tour, blabla. Il y avait les ravitaillements. Chaque ravitaillement, je savais que je me mettais de l'eau dans le visage, ça me motivait. Et il y avait une petite montée, une petite descente que du coup j'avais repéré pour le deuxième et le troisième tour. Et en fait, tu te rappelles de certains endroits, de certains moments qui te permettent de te motiver et de faire oublier le temps. C'est pas t'as 21 km à courir, c'est t'as, ok, 2 km, après j'ai 1 km jusqu'à ce checkpoint, 2 km jusqu'à ce checkpoint. Et bref, tout ça pour dire que ça me motivait de ouf. Donc il y avait ce truc des bracelets. Et c'était marrant parce qu'il y avait un bracelet noir, jaune et vert. Donc tu les voyais très bien sur le poignet des gens. Et vu que c'est dans le village et que c'était des tours dans le village, bah, il y avait deux lignes en gros. Il y avait les gens qui couraient dans un sens et les gens qui couraient dans l'autre. Donc tu croisais des gens pendant tout le long, c'était trop cool. Tu avais le public de part et d'autre et tu croisais toujours des gens, comme une double file en gros. Et ce qui est trop stylé, c'est que tu voyais le poignet des gens et au premier tour, je voyais des mecs qui me croisaient avec 3 bracelets au poignet et j'étais en mode putain, là il est sur son dernier tour, il a terminé et tout, moi il m'en reste 2 et demi. Et c'était vachement marrant de voir ça. Et à l'inverse, moi quand je passais et que j'avais 3 bracelets à la fin, je voyais un mec qui avait un bracelet, je dis putain, il lui reste encore les 2 tours, il va être dans le dur. Bref, donc c'était assez marrant. Donc course à pied, comment ça s'est passé? C'est là que la dinguerie va arriver au niveau du temps, parce que je vous ai toujours pas parlé du temps. Je sais que j'avais fait la nage en à peu près 45 minutes. Je sais que j'avais fait le vélo en à peu près 3h30. Même si en fait c'était pas 45 minutes la nage, c'était 42 minutes. Et le vélo c'était pas 3h30, c'était 3h18. Très important ce que je vais vous dire. Et transition, du coup j'ai mis à peu près 11 minutes. Donc moi je commence la course à pied. Et la veille, avec mes caméramans, on avait fait une petite interview où il m'a dit est-ce que j'ai un objectif, etc. Et même moi, j'en ai parlé à plein de potes. Dans ma tête, j'avais pas d'objectif réel de temps. Mais mon ego, il avait l'objectif des 6 heures. Voilà. Comme le marathon de Paris, je voulais faire sub 4 heures. J'avais fait 3h59. Pour cet Ironman 110.3, j'avais pas d'objectif, mais je voulais bien faire sub 6 heures. Genre, je savais que si je faisais plus que 6 heures, mon ego allait être piqué. Donc, j'arrive sur la course à pied. Je savais que j'avais fait à peu près 45 minutes de nage, 3h30 de vélo et 10 minutes de transition. Même si, très important, c'était 42 minutes et 3h18 de vélo. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Donc là, bref, je commence le premier tour, je me sens bien, j'ai une bonne allure, pas de coup de mou, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux mollets, j'ai pas mal à la tête, je me sens bien. Je me sens hydraté, je me sens frais et je me sens bien électrolysé, on va dire. J'avais bu mes électrolytes, j'avais bu des gels, bref. Et là, je me dis, vas-y, c'est le moment de regarder à combien de temps t'es depuis le début du triathlon pour voir si tu peux faire le semi-marathon à une allure qui te permet de faire moins de 6 heures. Comme ça, je peux jauger mon effort et me mettre à cette allure pour être sous les 6 heures. J'appuie sur les boutons de ma montre et je ne trouve pas le temps. Plusieurs fois, j'ai appuyé et je ne voyais pas le temps total. Impossible de savoir. Donc là, dans ma tête, je me suis dit non, je vois pas le temps. Et j'avais aucun moyen de savoir où j'en étais au niveau de mon temps global. Et donc, le seul moyen de savoir, c'était de faire un calcul rapide dans ma tête. Calcul que je vous ai dit, 45 minutes de nage plus 3h30 de vélo, ça donne 4h15. T'ajoutes 10 minutes de transition, ça te fait 4h25. C'est-à-dire que 4h25 plus la course à pied, pour être sous 6 heures, il faut que je fasse 1h35 le semi-marathon. Et 1h35, 21 km, ça me donne une allure qui est impossible à tenir. Genre, je ne peux pas la tenir à ce stade de fatigue en fin de Ironman 110.3 et j'ai pas le niveau, clairement. Donc, dans ma tête, je me dis, putain, j'ai fait 3h30 plus 45 minutes, ça fait 4h15 plus la transition, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse moins d'1h40 le semi-marathon. Je peux pas. Donc là, dans ma tête, je me dis, vas-y, de toute façon, t'as pas fixé d'objectif, t'as dit que c'était bien de faire sub 6 heures, mais t'as pas besoin de faire sub 6 heures, c'est pas grave. Du coup, juste mets-toi à une allure plutôt tranquille qui va te permettre de bien terminer, d'être fier de toi et de pas être dans le dur du début à la fin. Donc vraiment, je me dis, c'est pas grave, mets-toi à 5,15, 5,20 d'allure, profite de ta course, profite de l'ambiance, profite du monde et gère ton effort comme tu sais le faire pour aller au bout sans être trop dans le mal. Donc bref, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Il n'y a pas trop de détails à expliquer parce que vraiment, je me sentais bien du début à la fin.
Ce que je faisais, très très important pour tous ceux qui m'écoutent, et c'est ce que j'ai appris au Marathon des Sables. Au Marathon des Sables, chaque point de ravitaillement, ils nous mettaient de l'eau fraîche sur la tête et En fait, il y a deux choses. Il y a la surchauffe au niveau de la tête et l'hydratation. Boire, ça n'a rien à voir avec la surchauffe, c'est l'hydratation. Se mettre de l'eau sur le crâne, c'est très important pour faire baisser la température corporelle. Et ça, je l'ai appris pendant le Marathon des Sables. Du coup, là, pendant la course à pied, il y avait des ravitaux tous les 2-3 km à peu près. À chaque ravitaillement, je prenais un verre d'eau. Moi-même, j'en prenais 2. Un que je me balançais dans le visage et un que je me balançais sur la tête. Vous allez le voir dans les vidéos. À tous les ravitaillements. Un verre d'eau dans la gueule, un verre d'eau sur le visage. Et à chaque fois, ça me reboostait. Et ça me permettait d'avoir 0 coup de mou. Oui, vous entendez bien. Du 1er au 21e kilomètre, j'ai eu 0 coup de mou. 0 crampe. 0 coup de fatigue, 0 trou noir, 0 envie d'abandonner, 0 envie de marcher. J'ai pas marché une seule fois. Ça, c'est ma fierté pour le semi-marathon. J'ai pas marché une seule fois. Donc bref, je me sens bien. Du début à la fin, je prends mes ravitaillements, j'ai mes gels, je me balance de l'eau dans le visage. Il y a une bonne ambiance, il y a de la musique. À un moment, il y a un checkpoint. Vu que tu passes 3 fois par les mêmes checkpoints, ils avaient du Metallica. Donc à chaque fois que je passais par ici, j'entendais Metallica. C'était trop stylé, c'était une dinguerie. Je dépasse pas mal de gens me dépassent. Je vois des gens marcher, je me dis, tu marches pas du début à la fin, c'est ta fierté, tu as une bonne allure, tu es bien. Donc bref, premier tour, premier bracelet. Deuxième tour, deuxième bracelet. J'ai des émotions qui commencent à monter, je pense à la ligne d'arrivée. Je fais le deuxième tour, je passe devant la ligne d'arrivée et je me dis, le prochain, c'est la tienne. Le prochain tour, c'est toi qui passes sur ce tapis rouge. Donc bref, je regarde ma montre, je vois que je suis à 1h45, il me reste 5 km, il me reste 4 km, 3 km. Là, je commence à accélérer parce que je me sens toujours bien. Donc, je commence à accélérer un petit peu. Pas trop parce que 3 km, c'est quand même long. Il me reste 2 km. Je vois 1h40, je crois, sur ma montre. Ouais, à peu près. Je dis, vas-y, de toute façon, les 6 heures, je suis juste un petit peu au-dessus des 6 heures. C'est pas grave. Accélère sur les 2 derniers kilomètres. Profite de ta course. Je vois les gens, je commence à accélérer. Je commence à me dire, dans 1 km 500, c'est moi sur la ligne d'arrivée. Allez, plus qu'1 km et je passe sur ce fucking tapis rouge. Je commence à mettre le logo Basse Performance en évidence pour la photo. Je remets ma casquette pour être propre sur la photo. Et j'arrive enfin à ce dernier checkpoint où soit tu passes à gauche pour continuer ton tour, soit tu passes à droite pour aller vers la ligne finisher. Et je peux enfin passer à droite. Là, il y a du monde, il y a les barrières. Et enfin, j'arrive sur le tapis rouge. Là, il y avait 6... je sais plus si c'était des meufs et des gars ou juste des meufs. Mais genre 3 de chaque côté en mode pom-pom girl qui t'acclame quand t'arrives. Là, je mets les bras de côté, je commence à courir. Il y a ma copine qui me filme avec l'iPhone. Genre, je fais une pause double biceps en courant. Je passe la ligne d'arrivée. Il y a mon caméraman qui m'attend juste en face. Je regarde la cam. J'arrive en regardant la caméra. J'arrête la montre. Donc, j'ai arrêté la montre. Regardez ce que je vais vous dire là. C'est hyper important. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. J'arrête la montre juste un peu après d'avoir passé la ligne d'arrivée. Donc, quelques secondes après le temps officiel. J'arrive devant la caméra de mon cadreur. Je fais putain, c'est terminé, c'est fait les gars. Oh là là. Et là dans la tête, Osef du temps vu que j'ai fait plus de 6 heures de toute façon. Et là mon camarade il me dit sub 6 heures mec. Et je lui dis quoi sub 6 heures. Et il me dit t'as fait sub 6 gros. Je dis non tu mens. Et les gars je regarde ma montre que j'ai arrêté un petit peu après le temps officiel. Et je vois sans mentir, hein, je vous le jure je l'avais mis en story, 5 heures, 59 minutes et 59 secondes. Est-ce que c'est pas un truc de malade mental ? 5 heures, 59 minutes, 59 secondes au moment où j'ai arrêté la montre. Et je regarde le temps officiel du Ironman, du coup, avec le bracelet électronique. Temps officiel, 5 heures, 59 minutes et 53 secondes. Les amis, j'ai fait sub 6 heures sur mon premier Ironman 70.3, mon tout premier triathlon. Je suis tellement content. J'attendais tellement de pouvoir vous dire ça dans ce podcast. C'est ouf. Et c'est pour ça que je vous ai dit, s'il y a une force supérieure, un truc qui existe sur cette planète, peu importe à quoi on croit, comment c'est possible que j'ai fait 5h59 ? Comment c'est possible que je fais le marathon de Paris en sub 4h, 3h59 ? À la limite, là, j'avais une allure. Je savais que pour faire sub 4h, il fallait que je fasse le marathon de Paris en 5h43 d'allure. Donc, pendant tout le marathon, j'avais mon allure que je suivais. Et là,
littéralement, je ne savais pas quel temps j'avais. J'ai couru au feeling, au hasard total. Et je passe la ligne d'arrivée en 5h59 et 53 secondes, sub 6h. Et je me dis que tout ce qui s'est passé dans cette course était millimétré pour que je fasse sub 6h. J'aurais pu boire un petit peu plus à un moment. J'aurais pu pisser un peu plus longtemps. J'aurais pu, à un moment, pas faire une accélération. J'aurais pu, sur la nage, faire un petit peu plus de brasse. Et j'aurais fait 6 heures. Enfin, plus de 6 heures. C'est un truc de malade. Donc voilà, je termine le run, du coup, les 21,1 km avec une allure moyenne de 5 minutes 15 au kilomètre. Et je fais donc le semi-marathon en 1h48 et 24 secondes. Et donc, je récupère ma médaille que j'ai fait graver avec donc l'Ironman 110.3, 5h59, 53 secondes. La natation en 41 minutes 42. Le vélo en 3h18. Et la course à pied en 1h48 et 24 secondes. Et je suis enfin un Ironman 70.3. Un demi-Ironman, parce que l'objectif, c'est d'être un vrai Ironman. Mais je peux dire que je l'ai fait en sub 6 heures. Et ce qui est fou, c'est que je me dis, l'Ironman de Tallinn, l'objectif, c'est de le faire en sub 12 heures. Et c'est limite, là je dis ça, mais j'aimerais le faire en 11h59, juste pour la beauté du 3h59 au Marathon de Paris, 5h59 au Ironman 110.3 et 11h59 au Full Ironman, ça serait juste trop drôle. Mais voilà, vous allez voir dans la vidéo, j'ai annoncé potentiellement un sub 6 heures, sans me mettre de réel objectif. Et j'ai fait sub 6 heures, c'est juste incroyable. C'est le résultat d'un travail acharné pendant plus de 150 jours. C'est le résultat de plus de 20 semaines non-stop d'entraînement, sans rien rater, en faisant des sacrifices, en faisant des concessions, en n'ayant pas envie de s'entraîner, en ayant zéro motivation, mais en faisant quand même le taf, coûte que coûte, avec un seul objectif en tête, l'Ironman Full, le 24 août 2024. Et là, le fait d'avoir validé cette Ironman 110.3, ça coche une case en plus qui libère la dopamine, qui montre qu'on est capable, qui rapporte de la confiance en soi. Et voilà, c'est juste incroyable. Donc voilà comment s'est déroulée cette course de A à Z. Et c'était juste une expérience inoubliable, remplie de souvenirs. Il y avait mes cadreurs qui sont mes potes, il y avait ma copine, il y avait une bonne ambiance, il y avait du monde. J'ai pas subi une seule fois la course, que ce soit pendant la nage, le vélo ou le run. J'ai pas subi, j'ai terminé, j'étais frais. Là, je suis à J+2, je suis complètement frais. Il y a juste des courbatures aux jambes, mais je me sens bien. Hier, donc le lendemain de la course à pied, je suis allé le lendemain du Ironman, je suis allé à la box de CrossFit. J'ai fait une petite séance d'une demi-heure, histoire de me bouger un peu. Je me sens bien, je me sens motivé, des souvenirs plein la tête. Et cette expérience était incroyable. Donc on arrive là à la dernière partie de ce podcast qui va conclure cet épisode où je vais vous dire un petit peu mon ressenti, ce qui était bien, ce qui n'était pas trop bien et rapidement le récap global de cette course. Donc vraiment sur cet Ironman 110.3, il y a plusieurs choses à dire maintenant que je suis rentré et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast à chaud, comme ça j'ai encore vraiment toutes les sensations et je déforme rien de la réalité. Et ça c'est incroyable parce que la première chose que j'aimerais dire, c'est que dimanche, pendant la course, à un moment pendant le vélo, quand ça commençait à devenir un petit peu long avec des montées, à un moment une longue ligne droite, je me suis vraiment dit dans ma tête, j'ai commencé à penser à ça et je me suis dit, putain là t'es en train de faire du vélo mec et c'est chiant, genre j'aime pas ça. Et en fait ça me saoule et que je fais vraiment ça pour valider cette course et pour valider l'Ironman. Vraiment je me suis dit, j'aime pas le vélo en fait, c'est un truc, ça m'énerve. La nage, forcément j'aime pas mais ça prenait que 40 minutes donc ça allait à peu près. Et c'est vraiment une pensée que j'ai eue à un moment pendant le vélo. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas aimé ça. Après, il y a eu la course à pied. Course à pied, c'est pas mal parce que je suis quand même habitué à courir. Il y avait la bonne ambiance. Mais sur le coup, c'était plus... je me faisais porter par l'ambiance. J'étais content et je savais que j'allais bientôt terminer. Donc là, j'avais une satisfaction personnelle et des émotions qui montaient parce que je savais que j'allais finir cette course. Et bref, quand j'ai terminé la course, et on est rentré directement le soir avec ma copine et dans la voiture, on avait à peu près du coup plus de 2 heures de route. Et on parlait un petit peu de comment je me sentais et j'ai pas ressenti énormément d'émotions en passant la ligne d'arrivée. Vraiment, c'est quelque chose... j'ai plus senti d'émotions pendant que je courais et que je pensais à la ligne d'arrivée. Ça montait plus au niveau de mes tripes en mode « Oh putain, c'est la fin, genre ça va être ouf !» J'ai eu plus d'émotions quand j'y pensais
que quand j'ai vraiment passé la ligne d'arrivée. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais bien, j'étais même pas dans le dur. J'étais en mode, putain, c'est fini, on l'a fait. Genre, en mode, je suis content, tu vois. Mais rien de fou non plus. Et du coup, après coup, pareil, j'avais terminé et j'avais pas l'impression que j'avais terminé un Ironman. Et dans la voiture, je disais à ma copine que, ouais, genre, je me demande du coup si j'ai vraiment kiffé plus que ça. Et c'est bizarre, quoi. Donc, ça, c'était juste après la course. Et je pense, en fait, il y avait la fatigue, il y avait toutes les émotions qui se mélangeaient, c'était un petit peu bizarre. Et là, je suis à J+2, mais hier aussi, donc à J+1, j'étais tellement hypé et je voyais de nouveau les images que mes cadreurs ont pris, je voyais mes propres stories, les photos qu'on a fait, et je repensais à tout ça. Et quand je me voyais dans les plans courir, en fait, quand je me réimaginais la course, mais en fait, je me dis, c'était juste incroyable. Et c'est dans le top de mes expériences, c'est dans le top de mes souvenirs, avec le marathon de Paris, avec le marathon des Sables. Et franchement, là, même quand je vous en parle, ça me donne envie de me réinscrire. Quand j'ai terminé la course, dans la voiture, je disais, j'aurais pas envie d'en refaire en fait, parce que ça m'a saoulé. Mais là, quand j'y repense, je me dis, mais c'est pas le fait de faire du vélo qui est bien. Forcément, on n'aime pas pédaler pendant 90 km avec du dénivelé. Forcément, ça c'est chiant. Il y a des gens qui aiment, mais moi, j'aime pas ça. Mais ce que j'aime, c'est l'expérience que tu vis. C'est l'adrénaline de la veille, l'adrénaline et l'impression du matin. C'est ce stress. C'est te dire que putain, t'y es arrivé, t'es allé au bout. Et que c'est l'ambiance des villages, les gens qui t'acclament, les gens qui ont des pancartes. Tu tapes dans la pancarte pour gagner de la vitesse. C'est tous ces trucs qui font que, après coup, là, 24 heures après, 48 heures après, quand je vous en parle, je me dis qu'en fait, c'était incroyable et que j'ai envie d'être à Tallinn, j'ai envie de faire cet Ironman, j'ai envie de revivre ça, j'ai envie de vivre cette pression, cette adrénaline qui te fait stresser, mais qui te fait sentir vivant. Tu te sens vivant, tu sens des émotions, tu te sens vivre, tu sens ton corps, c'est juste un truc de malade. Et c'est ça qui était très bizarre, c'est qu'après la course, j'étais mitigé en mode, est-ce que j'ai vraiment kiffé ? Mais en fait, après la course, une fois que je suis vraiment rentré, le lendemain, je revois les plans, je revois les photos. Et c'est pour ça que c'est important de documenter, c'est important d'avoir des traces, des souvenirs. J'ai les émotions qui montent. Là, j'ai préparé un réel pour le mettre sur Insta. Quand je vais revoir la vidéo qu'on va vous mettre sur YouTube, j'ai envie de vous transmettre toutes ces émotions, tout ce truc de là, même à travers ce podcast, vous dire à quel point c'est incroyable. Et je vous souhaite à toutes et à tous de vivre ce genre d'émotions, que ce soit à travers vos proches, à travers vos relations, à travers votre boulot, vos projets ou à travers le sport. C'est juste incroyable et c'est fou. Franchement, c'était une expérience de malade. Là, j'ai juste envie d'y retourner, j'ai juste envie de revivre ce week-end. Souvenirs gravés plein la tête, que ce soit la veille, que ce soit qu'on a reconnu le parcours, l'hôtel avec la pression, faire les sacs de transition avec le rush, poser le vélo. Je repense à tout. Quand je courais, ah putain, il y avait les gens qui t'acclamaient, il y avait les cloches, tout le monde qui crie, la musique, c'était incroyable. Et là, rien que d'y penser, ça me donne trop envie. Donc c'était fou, franchement c'était fou. Et je me dis que ça sera tout décuplé pour l'Ironman full parce que toutes les émotions seront x2, toute la pression sera x2, le stress et les distances, donc la douleur sera x2. Et en fait, plus c'est dur, plus tu as d'émotions. Plus c'est long, plus la gratification elle est présente. Et j'ai trop hâte de la suite, de documenter tout ça, de vivre tout ça et de vous partager tout ça surtout. Donc voilà, c'est super cool. Je suis trop content d'avoir terminé ce podcast-là parce que j'ai eu le temps de le faire à chaud, à J+2. Et rien que pour moi, c'est un putain de souvenir. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'espère que ça vous donnera envie de pourquoi pas vous lancer dans une course, un marathon, un triathlon, un Ironman, une compétition, dans un projet quelconque. Parce qu'on est là pour vivre, on est là pour vivre des moments forts, des émotions fortes, pour se dépasser, pour devenir meilleur et avoir cette adrénaline, cette dopamine qui nous fait vivre au jour le jour, parce que on en a besoin et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et je le répète, tenez-vous bien parce qu'il y a une vidéo, soit elle est déjà sortie, soit elle arrive, absolument masterclass, digne de Netflix, digne d'un documentaire avec des plans de fou qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Le plus gros projet de ma vie, cette vidéo, et qui sera détrôné par l'Ironman Full, je l'espère. Mais voilà, j'ai hâte de vous sortir ça, j'ai hâte que vous la voyez. Et du coup, merci de m'avoir écouté sur ce podcast jusqu'au bout. Et je répète, n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Amazon, Google, peu importe, n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs épisodes, pour tous les futurs projets, pour toutes les prochaines courses. Merci pour votre soutien. Je répète également que
Toute la collection Base Athletics et tous les accessoires basse performance sont disponibles sur mon site. Le lien est dans la description. Vous avez une petite réduc avec le code BASE pour les vrais qui m'écoutent jusque maintenant. Vous avez les flasques de run basse performance. Vous avez les ceintures de powerlifting, toute la gamme des t-shirts que je porte ici, les débardeurs, les shorts pour la course à pied. Bref, tout est en ligne sur mon site. Tous les coachings et tous mes programmes également sur le site et dans le lien en description. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode solo avec de nouveaux projets, des nouvelles choses à vous partager. En attendant, prenez soin de vous la MIF, n'oubliez pas, made for performance et le taf est fait. J'ai fait mon premier Ironman à 70.3 en sub 6 heures. Ciao la MIF, le taf est fait.